Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Nous poursuivons cette semaine notre discussion avec Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes, membre du CRHIA, et Olivier Grenouillot, directeur de recherche à l'Université Paris IV, associé au centre Roland Mounier, historien spécialiste des traites, des esclavages et de leurs abolitions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'un des derniers ouvrages publiés par notre invité, Quand les Européens découvraient l'Afrique intérieure, édité chez Talandier en 2017. Le cadre géographique du volume est l'Afrique occidentale et la période concernée débute à la fin du XVIIIe siècle et s'étend jusqu'au début des années 1830. Ce livre nous offre l'occasion de revenir sur les rapports entre les Européens et les Africains, particulièrement en lien avec les questions qui sont l'objet de nos émissions, les traites et les esclavages. Olivier Grenouillot, vous rappelez que si les Européens fréquentent les côtes de l'Afrique occidentale depuis le milieu du XVe siècle, ils ne s'aventurent guère à l'intérieur du continent. Pour quelles raisons ? Pour deux raisons, tout simplement, parce que d'une part, ils n'en ont pas besoin, et d'autre part, cela leur est tout à fait impossible. Alors, ils n'en ont pas besoin, puisque, si vous voulez, il y a un premier temps, entre 1450 et 1670, où il y a une phase de commerce, entre guillemets, diversifié avec l'Afrique, où les Européens viennent chercher quantité de produits, du faux poivre, de l'or, etc. Et puis à partir de 1670, c'est la traite qui s'instaure comme commerce quasi exclusif entre l'Europe, les Amériques et l'Afrique. Et dans ces circuits du commerce des esclaves, les Européens finalement font appel à des intermédiaires africains qui leur fournissent les esclaves sur la côte. Donc ils n'ont pas besoin d'aller vers l'intérieur. Et je dirais surtout, ils ne peuvent pas aller vraiment vers l'intérieur. Déjà parfois, l'accès à la côte est rendu difficile par des facteurs naturels, la barre, ce qui fait que les navires jettent l'ancre un peu au large et ont besoin des piroguiers africains. Et surtout, parmi les facteurs naturels, ce sont les fièvres. Les marins meurent en nombre sur les côtes. Et je dirais que jusqu'à l'utilisation de la quinine de manière préventive dans les années 1840, ces fièvres sont vraiment... c'est une hécatombe pour les marins. À cela s'ajoute la puissance des États africains côtiers et des États de l'intérieur. Et donc, il est tout à fait impossible pour les Européens de pénétrer à l'intérieur du continent. Et je dirais que si on compare l'Afrique et les Amériques, il y a quand même une différence fondamentale. Les Amériques sont découvertes, entre guillemets, en 1492. Elles sont pratiquement immédiatement colonisées. L'Afrique, les côtes de l'Afrique occidentale sont reconnues par les Portugais dans les années 1450. La colonisation effective commence 4 siècles après, dans les années 1880. Parce que l'Afrique peut finalement mettre à distance les puissances européennes. Alors à quelle période les choses vont-elles évoluer ? Alors ils évoluent par étapes. La première étape, c'est justement avec ces récits de voyageurs, c'est la fin du XVIIIe siècle, lorsque on commence à vouloir abolir la traite en Europe, et donc on s'intéresse à essayer de mettre en place un autre commerce avec l'Afrique, un commerce légitime, et donc ça suscite l'intérêt pour l'Afrique intérieure. Le deuxième moment, c'est les années 1840-80, et puis le troisième moment, c'est à partir des années 80, lorsqu'il y a le processus colonial qui s'enclenche véritablement. Donc seulement au XIXe siècle où les Européens pénètrent à l'intérieur du continent africain. Oui, véritablement. Alors il est vrai que les Portugais sont établis en Angola depuis longtemps, mais lorsqu'ils envoient des caravanes entre guillemets vers l'intérieur, ce sont des locaux qui y vont. Et un historien, Hubert Deschamps, écrivait au début du XXe siècle que pour des Européens du début du XIXe siècle, l'Afrique intérieure, c'était un monde aussi inconnu que pouvait l'être la Lune. Olivier Grenouillot, à partir de quelle documentation avez-vous construit votre travail et pourquoi avez-vous porté votre attention sur l'Afrique occidentale et précisément sur cette période ? Alors la documentation, c'est tout simplement les récits de ces voyageurs, qui sont publiés quasi immédiatement après leur retour. Il y a une sorte d'engouement de la population européenne pour ces récits. Et qui sont traduits en français très très vite. Et donc j'ai 7 voyageurs, ça représente à peu près 3500 pages de textes, de récits, que j'ai étudiés à la manière d'un commentaire de document, en quelque sorte. Alors pourquoi eux, pourquoi cette époque ? Eux d'abord parce que ce sont les premiers,
Mungo Park est le premier Européen à pénétrer à l'intérieur de l'Afrique occidentale, à partir de 1795. Pourquoi m'arrêter vers 1830 ? Parce qu'après 1830, en Afrique occidentale, il y a un temps d'arrêt de l'exploration. Ça recommence que dans les années 1850. Et là, on change d'époque. Si vous voulez, l'intérêt de ces premiers voyageurs, c'est qu'ils partent seuls, ou presque, sans équipement, ou presque, qu'ils sont isolés en pays inconnu. C'est pas à l'époque des grandes expéditions avec des dizaines de porteurs, voilà. Et c'est une époque précoloniale dans le sens exact du terme, c'est-à-dire que rien n'est encore décidé. Nous sommes à un moment où les préjugés forgés contre l'Afrique, les préjugés racistes nés de la traite commencent à être battus en brèche, et à un moment où les préjugés finalement qui vont se former avec la colonisation ne sont pas encore là. Et donc c'est un entre-deux où on peut se dire, voilà, ces voyageurs qui nous racontent l'Afrique en direct, est-ce que ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils racontent aux Européens, est de nature à changer l'image que l'on se fait en Europe de l'Afrique ou pas ? Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Olivier Grenouillot. Bernard, vous allez nous lire un extrait du récit de Parc que vous citiez, Olivier Grenouillot, juste avant. Récit donc de ce voyageur que vous citez dans l'ouvrage « Quand les Européens découvraient l'Afrique intérieure ». Tels sont les principaux traits de ce système d'esclavage qui domine en Afrique. Sa nature, son étendue, prouvent que ce n'est pas une institution moderne. Son origine remonte probablement aux temps les plus anciens et précède celui où les Mahométans se frayèrent un chemin au travers du désert. Jusqu'à quel point est-il maintenu et encouragé par le commerce d'esclaves que font depuis 200 ans les peuples européens avec les naturels de la côte ? C'est ce qu'il ne m'appartient pas d'examiner. Si l'on me demandait ce que je pense de l'influence qu'une discontinuation de ce commerce produirait sur les mœurs de l'Afrique, je n'hésiterais pas à dire que, dans l'état d'ignorance où vivent ses habitants, l'effet de cette mesure ne serait, selon moi, ni si avantageux, ni si considérable que plusieurs gens de bien aiment à se le persuader. Alors, ce récit a été écrit en 1795. Olivier Grenouillot, est-ce que vous pouvez nous commenter ce passage ? Alors, ce passage, justement, illustre la surprise de ces voyageurs qui ne connaissent rien de l'Afrique intérieure et qui la traversent pendant parfois entre 1 et 4 années. Et Mungo Park, comme beaucoup d'autres Européens, pense que si l'on met fin à la traite atlantique, l'esclavage va disparaître en Afrique intérieure. Et là, justement, il se rend compte que finalement les choses sont beaucoup plus complexes que cela. On pourrait trouver d'autres thématiques sur lesquelles finalement
les voyageurs sont surpris. Hein. Ils pensent trouver en Afrique des bêtes féroces. Et dans leur récit, finalement, ils disent ne pas avoir peur de lions ou d'animaux féroces qu'ils ne rencontrent pas forcément, mais d'être assaillis par des moustiques et par des fourmis. Ils pensent trouver des cannibales et ils nous disent non, le cannibalisme n'existe pas. Ils pensent retrouver le noir qui est décrit dans l'encyclopédie, c'est-à-dire c'est une personne avec de la laine, je reprends les termes pour cheveux, et de couleur ébène, et ces voyageurs ne trouvent jamais cet Africain de l'encyclopédie, puisqu'ils trouvent des peuples très variés, très dissemblables. Et donc finalement, il y a cette rencontre avec l'Afrique intérieure, souvent modifie les préjugés que ces voyageurs pouvaient avoir. Alors justement, vous nous avez parlé en préparant cette émission d'un passage où un explorateur fait une description finalement assez améliorative. Pouvez-vous nous lire ce passage et le commenter ? Oui, alors c'est René Caillé qui nous décrit un peuple du Sénégal aujourd'hui. Hein. Alors je cite, « Ce peuple est industrieux et je fus étonné de trouver dans l'intérieur de l'Afrique l'agriculture à un tel degré d'avancement. Leurs champs sont si bien soignés que les nôtres, soit en sillon, soit à plat. Je prenais un grand plaisir à regarder leur belle culture. J'étais émerveillé de voir ces gens se livrer au travail avec tant d'ardeur et de soin. » Et là, c'est le préjugé, si vous voulez, de l'indolence, entre guillemets, des Africains qui est battu en brèche. Mango Park le dit également. Hein. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de cannibales, s'il n'y a pas d'Africains indolents, ces voyageurs sont à l'origine aussi de l'émergence d'autres clichés. Hein. Notamment une image très négative de la puissance publique. Ils nous parlent souvent de roitelets africains. Hein. En fait, c'est pas surprenant. Ce sont ces puissances politiques qui les empêchent souvent d'aller loin à l'intérieur des terres. Et c'est contre elles que ces voyageurs sont les plus durs dans leur récit. Et justement, ces roitelets africains sont-ils véritablement des roitelets ? Parce qu'évidemment, on a une connotation là aussi très, très péjorative. Alors justement, ils nous parlent de roitelets, hein, ces voyageurs. Pourtant, tout ce qu'ils nous disent par ailleurs montre que ces pouvoirs politiques ont une réelle influence, parce que ces voyageurs ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des terres sans un sauf-conduit. Tout à fait. Hein, de ces chefs d'État. Et un sauf-conduit qui souvent d'ailleurs qui leur assure une réelle sécurité. Hein. Mais ce qui est intéressant également de remarquer, c'est l'image des Blancs en Afrique telle qu'elle est transmise par les voyageurs. Là aussi, parce qu'il y a une sorte d'inversion des images. Beaucoup ces voyageurs nous disent que les Blancs sont perçus comme des cannibales. Le cannibale, c'est pas l'Africain, c'est le Blanc. Et ils nous disent, ces voyageurs, être regardés comme des animaux en cage, puisqu'on est surpris à l'intérieur. On n'a jamais vu de personnes de couleur blanche. On est surpris, y compris de la nature de leurs cheveux. Et donc, il y a aussi l'image du Blanc vue par l'Africain, telle qu'elle est transmise par l'Européen, qui était intéressante. Merci Olivier Grenouillot pour avoir participé à ces 3 émissions. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et en particulier de 3 volumes édités dans la bibliothèque des histoires de Gallimard et consacrés aux traites négrières, à l'esclavage et aux abolitions. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous écoutent et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.